Chapitre 17. La puissance aux trousses. 19 mois auparavant, Con, qui se remettait de sa crise de conscience, se terrait à Trinidad, dans les Caraïbes, vivant au crochet d'une fille du Blocat. Moins pour assurer ses besoins matériels que parce que une déchéance aussi flagrante était le meilleur des déguisements. Il ne pouvait venir à l'idée de personne de le chercher là-dedans. Con avait d'ailleurs un faible pour les prostituées. Elles étaient depuis des millénaires les victimes de ce tour de passe-passe qui constitue à situer le critère du bien et du mal au niveau du cul, mettant ainsi la tête hors du cou. La fille du Blocat, une noire, qui s'appelait Lamartine Jones, s'occupait de Con avec cette espèce de compréhension intuitive que les putains ont toujours eu envers la pureté. Lorsqu'il la voyait monter avec un client, Con éprouvait un sentiment de sécurité. Vu de l'extérieur, il offrait toutes les apparences d'une bassesse qui crevait pour ainsi dire les yeux. Et le soupçon et le pressentiment de son identité véritable ne pouvaient effleurer les imaginations même les plus dévergondées. Il y avait déjà 3 mois qu'il se cachait, et il était à peu près sûr d'avoir échappé à la surveillance de ses anges gardiens français, russes, américains ou chinois. Il commençait à se saouler en toute sécurité. Il luttait avec succès contre son démon secret. Il s'était résolument voué à l'abstention et passait ses journées assis sur un rocher, les bras croisés. Il avait laissé un mot d'adieu dans son bureau au Collège de France. La presse avait annoncé son suicide probable. Mais parfois, au milieu de la nuit, il cédait à la tentation, écartait la moustiquaire, se levait et sortait sur la plage. La lune blanchissait le sable d'un bout à l'autre, depuis la crique du Souverain jusqu'à la palmeraie de Ball Point, avec ses ruines de la citadelle de Morgan. L'océan retenait son souffle, guettait Con, veillé, prêt à bondir à la moindre incartade. Le sable était fin, vierge, offert. Il faisait très clair, le monde était calme, comme s'il eût été sûr que Con n'allait pas le trahir. À peine un murmure sur le corail, à peine quelques éclairs fugitifs de crabes. Con essayait de résister, mais c'était plus fort que lui. Il prenait un bout de bois, s'assurait qu'il n'y avait dans l'ombre argentée aucune présence humaine intéressée, se mettait à genoux et se laissait aller à son authenticité. Il n'avait même plus à réfléchir. Les mois d'abstinence avaient accumulé dans sa tête des thèmes tout prêts qu'il n'avait plus qu'à transcrire. Il ne pensait plus, se libérait, s'abandonnait entièrement à son poème sans mots, à sa musique silencieuse. Il se livrait à son authenticité pendant des heures, à peine conscient, se traînant à genoux sur le sable, se levant parfois pour voir l'ensemble des lignes qui couraient sur la plage, parmi les petites Vésuves où se tapissaient les crabes terrifiés. Il souriait. C'était très beau. Il attendait ensuite que la marée de l'aube recouvrît peu à peu son œuvre. L'océan arrivait sur les symboles mathématiques avec un frisson inquiet, comme s'il craignait que quelques fragments de ce que la main de l'homme avait tracé ne lui échappât, s'acquittant ainsi de son rôle de père et de gardien de l'espèce. Parfois, il manquait à l'océan ces quelques centimètres d'élan qu'il fallait pour tout recouvrir. Et Con brouillait alors lui-même les dernières traces, ou les piétinait, jusqu'à ce qu'il ne restât rien sur la plage. Il souriait alors avec fierté. Il venait peut-être de sauver un pays, ou une ville, ou les gènes d'un enfant futur. Il restait bien sûr sa tête. Tout demeurait inscrit là-dedans, intact, ineffacé, ineffaçable. Il n'y pouvait rien. Il marchait jusqu'à la barque, immobile au milieu de la crique, et la regardait rougir sous les premières caresses de l'aube. Pour être sûr de pouvoir demeurer, par abstention, un bienfaiteur de l'humanité, il eût fallu s'attacher une pierre au cou et jeter à l'eau sa tête coupable. Mais il était trop tard. Prométhée pouvait bien se tuer pour échapper à sa vocation. Il ne pouvait plus reprendre aux mains de la puissance le feu sacré qu'à son tour elle lui avait volé. Un après-midi, Con était assis sur la plage déserte de Ball Point, à regarder les Caraïbes tourner au mauve, et passer par toute une gamme de teintes et de demi-teintes avec un talent inouï, jusqu'à l'horizon, au-delà de l'îlot Elizabeth. Le ciel et l'eau s'unissaient dans une explosion crépusculaire qui projetait partout des lambeaux de chair solaire que l'on voyait palpiter ensuite, accrochés aux cocotiers et aux fleurs, et couvrant de leur rougeur toute la plage, entre la vieille forteresse portugaise et les rochers de Morgan's Creek. Alors l'océan renonça soudain au ciel, et il ne resta plus au pied de Con qu'une immensité d'un bleu noir où flottaient encore des débris violets.
Il entendit un sifflement et vit quelque chose comme un serpent de sable filer à 2 pas de lui. Sans doute un gamin qui lançait une pierre au blanc, comme il se devait. Il lui était déjà arrivé 1 ou 2 fois de payer pour cette sorte de maladie de peau. Il jeta un coup d'œil derrière lui. Il n'y avait personne. La palmeraie commençait à 50aine de mètres de là. Con tournait un nez indigné de tous les côtés, à la recherche de l'agresseur invisible. Lorsqu'il sentit une vive brûlure au mollet, on lui tirait dessus, sans doute avec un silencieux, pour éviter de l'inquiéter, et pour qu'il pût mourir sans frayeur inutile. Il eut la présence d'esprit de ne pas chercher à fuir sur la place découverte. Il n'avait aucune raison de s'en tirer. Con porta la main à son cœur, resta un moment immobile, puis s'écroula et fit le mort. Le tueur parut convaincu. Personne ne sortit de la palmeraie, ce qui semblait indiquer que l'assassin ignorait toute sa réputation de mystificateur. Le nez dans le sable, l'hochant d'un œil aigu bien qu'à demi ouvert, Con joua le cadavre. Il fut probablement sauvé par un groupe de gamins qui envahirent la palmeraie en se donnant la chasse. Il entendit une moto qui démarrait. La nuit tropicale fit le reste, avec sa rapidité proverbiale. Con palpa sa jambe. La blessure était insignifiante et piquait surtout sa curiosité. On ne lynchait pas encore les Blancs, à Trinidad, où les nouvelles du monde extérieur n'étaient suivies que très distraitement. Un amoureux, jaloux de la faveur dont il jouissait auprès de la Martin Jones? C'était peu probable. Il y avait là de la place pour tout le monde. Il n'y avait qu'une explication, on l'avait suivi depuis Paris. Malgré toutes les précautions qu'il avait prises, il n'avait pas réussi à les semer. La puissance était assez atroce. Il attendit que la lune fût saisie par les nuages de la mousson, rampa jusqu'à la palmeraie et se rendit au 4. Il entra par la porte de service, monta à l'étage des chambres de passe et envoya une fille chercher Didi, le patron. Didi était un ancien compagnon du pasteur, Boise Singh, pendu après 20 ans de règne sur la pègre de Trinidad, avec plus de 100 cadavres à son actif. Bien qu'il fût devenu plusieurs fois millionnaire, Didi n'avait pas rompu avec les rackets, le proxénétisme et le trafic des stupéfiants par simple hypocondrie. On lui avait dit que les businessmen qui se retiraient des affaires tombaient presque toujours raides morts d'un infarctus. Son médecin lui avait confirmé qu'il n'y avait rien de plus dangereux pour le cœur qu'une interruption soudaine d'activité. C'était un géant de 60 ans, aux traits de noir, mais profondément marqué par le sang indien. Il portait encore, à l'ancienne mode, un diamant encastré dans une dent, ce qui était une source de honte pour ses filles, mariées dans l'élite sociale de l'île. Qui t'a fait ça? Ils m'ont tiré dessus, Didi. Faut que je file d'ici en douce, ou ils vont m'avoir. Qui ça? Il? Con n'hésita pas une seconde, les types de Castro. Le diamant de Didi lança un éclair, suivi d'un tonnerre de jurons digne d'un grand Boise lui-même. Didi avait une sainte horreur des communistes. Pourquoi? Je connais le nom du type qu'ils ont payé pour tuer Kennedy. Ils ont peur que je vende la mèche. Ça fait 2 ans que je me cache. Ils m'ont encore repéré. Ils vont avoir ma peau, Didi. Le lendemain, le journal de Trinidad annonçait la découverte, sur la plage, du corps d'un vagabond dont le meurtrier était activement recherché. Con fut embarqué la nuit même sur un des cargos de Didi à destination du Venezuela, où il se fit changer le visage par le docteur Munoz, après avoir prouvé, ainsi que la loi l'exigeait, qu'il avait une raison valable de souhaiter l'opération. Il avait fourni le certificat d'un psychanalyste célèbre dont il avait imité la signature, et où il était dit que M. Con est atteint d'un cas caractéristique de haine du père, auquel il ressemble malheureusement presque trait pour trait, ce qui explique plusieurs tentatives de suicide, lesquelles ne sont évidemment que des tentatives symboliques de tuer son père. Il serait essentiel de modifier les traits de son visage, de façon à supprimer aussi radicalement que possible cette ressemblance, et de créer ainsi des conditions physiques favorables au traitement. Le chirurgien fit un beau travail, et Con était arrivé à Tahiti avec une tête toute neuve et méconnaissable. Il ne lui restait plus qu'à se brûler le bout des doigts pour faire disparaître ses empreintes digitales, lesquelles étaient probablement connues de toutes les polices des pays civilisés. Il ne pensait plus à l'attentat de Trinidad, mais un jour, l'ouvrage d'un philosophe français, Michel Foucault, lui tomba entre les mains, et il trouva quelque chose qui pouvait bien être une explication.
L'homme, écrivait l'auteur, est une invention récente, dont l'archéologie de notre pensée montre aisément la date récente. Et peut-être la fin prochaine. Et peut-être la fin prochaine. Fallait-il voir dans ces mots un aveu? Avait-on voulu, par ce coup de feu à Trinidad, acter cette fin prochaine? C'était possible. Un peu curieux tout de même que l'on annonçât, comme ça, noir sur blanc, ses projets. Mais sans doute misait-on sur l'incrédulité du public. Il s'arrêta, s'assit au bord de l'eau et alluma une cigarette, le dos tourné à la palmeraie. À Tahiti, il se sentait en sécurité. Et si le philosophe Foucault avait raison, l'homme n'avait d'autre ennemi que lui-même.